Aujourd'hui, on s'intéresse à l'essentiel des choses à savoir sur les systèmes à 1 degré de liberté. Alors un système à 1 degré de liberté, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est simplement un système qui ne dépend que d'une unique variable de position. En pratique, on peut choisir une distance x, un angle θ, une distance au centre r, etc. Donc dans ce système à un seul degré de liberté, l'énergie mécanique va dépendre de la position, par exemple x, et de la dérivée de cette position x point, sous la forme l'énergie cinétique, qui s'écrit du coup 1/2 de mx point carré, plus l'énergie potentielle qui dépend de x. On va donc s'intéresser à un graphique en énergie potentielle qui peut avoir une forme quelconque, mais connue, c'est-à-dire que votre énergie potentielle ne dépend que de l'endroit où vous vous trouvez. Pour cette énergie potentielle, on peut se placer déjà à une énergie mécanique donnée. Comme l'énergie mécanique est donnée par l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, les points où l'énergie potentielle est égale à l'énergie mécanique cherchée sont forcément des points où la vitesse x point va être nulle. Une fois qu'on a déterminé les points de vitesse nulle, on peut déterminer aussi les zones interdites, c'est-à-dire les zones où on aurait une énergie cinétique normalement négative, ce qui impliquerait que la vitesse x point devrait être imaginaire pure. Comme c'est pas possible, ce sont des zones qui sont interdites pour le mouvement, et le mouvement ne peut se faire que dans les zones où l'énergie potentielle est inférieure à l'énergie mécanique. Vous avez deux types de ces zones. Une zone dans laquelle on dit qu'on est dans un état lié, c'est-à-dire que vous êtes encadré par deux endroits où la vitesse peut s'annuler et changer de signe, ce qui va faire que votre système part dans un sens puis dans l'autre. Le mouvement est contraint à rester entre les positions x1 et x2. Et puis les états de diffusion, c'est-à-dire les états pour lesquels il est possible d'atteindre l'infini. Ici, par exemple, x qui tendrait vers moins l'infini. Sur ces graphiques-là, on peut aussi lire les positions d'équilibre. Il s'agit des positions extrêmes de l'énergie potentielle. Quand vous avez un minimum, vous aurez une position d'équilibre stable. Quand vous aurez un maximum, vous avez une position d'équilibre instable. Cette caractérisation vient du fait que la force, le vecteur force, peut s'écrire comme, de manière générale, moins le gradient d'énergie potentielle. Ici, dans un système à 1 degré de liberté, si on se restreint à l'axe des x, on va avoir que la projection de la force selon x écrit l'opposé de la dérivée de l'énergie potentielle par rapport à x, et qui sera bien nul si jamais on a un équilibre, c'est-à-dire si la force globale qui s'exerce sur votre système est nulle. Les graphiques en énergie potentielle peuvent servir de faire un lien avec le portrait de phase. Pour ce faire, on trace notre énergie potentielle et on regarde pour différentes énergies mécaniques que l'on retient ici sous forme de couleurs différentes. Comme l'énergie cinétique est égale à l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle, on peut se rendre compte que l'énergie cinétique est maximum quand l'énergie potentielle est minimum et réciproquement. Ce qui veut dire que x point, en valeur absolue, sera maximum quand l'énergie potentielle est minimale et réciproquement, et donc on peut tracer le portrait de phase x point en fonction de x. Il suffit pour chaque énergie mécanique, sur chaque valeur d'énergie mécanique, de déterminer les points où x point s'annule et de regarder les zones où le mouvement est permis. Automatiquement, vous allez avoir que x point est non nul dans les zones de mouvement permis et n'existe pas dans les zones où ce n'est pas permis. Le tracé, au fur et à mesure, vous permet de voir et notamment de déterminer la notion de barrière de potentiel qui, par exemple ici, se caractérise pour le tracé en énergie mécanique noire, puisque celle-ci dépasse la barrière de potentiel du premier petit col que vous avez au milieu, d'où une forme un petit peu en cacahuète du portrait de phase. Et quand vous arrivez à l'énergie mécanique en rouge, vous avez un nouveau passage au-dessus de la barrière de potentiel qui vous permet d'atteindre, par exemple, x égale plus l'infini vers la droite, alors que la courbe verte était astreinte à se déplacer entre deux valeurs finies de x. Dernier point, et non des moindres, pour ce chapitre, il s'agit de l'approximation harmonique. Dans l'approximation harmonique, cela revient à approximer l'énergie potentielle autour d'une position d'équilibre comme étant sous forme d'une parabole en 1/2 de k epsilon carré avec epsilon l'écart à la position d'équilibre.
on se retrouve avec une énergie potentielle qui est similaire à celle associée à un ressort, à une constante près, et puis naturellement, l'équation d'évolution associée va être une équation d'évolution d'un oscillateur harmonique qu'on peut retrouver en invoquant la conservation d'énergie pour un cas qui n'est soumis qu'à des énergies conservatives, et donc la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps est nulle, ce qui donne une expression qui se réduit à epsilon point point plus k sur m epsilon égale 0. Et cet oscillateur harmonique, c'est notre grand ami, ce qui nous permet de résoudre ce type d'équation facilement, et c'est aussi la raison pour laquelle on essaye de se ramener à un oscillateur harmonique. On a fait une étude spécifique sur l'oscillateur harmonique parce que pour tout profil en énergie potentielle qui soit un tant soit peu régulier, c'est-à-dire avec des dérivées secondes qui soient continues, vous allez avoir un profil qui s'écrit en oscillateur harmonique, qui peut s'approximer à un oscillateur harmonique quand vous êtes suffisamment proche de la position d'équilibre.